Allez, c'est les perles de la semaine, mesdames, messieurs, c'est Tipar Oscar. C'est parti pour la première des perles, la tragédie de Pau. Au moment où nous parlons, les Palois vivent dans la peur de ce terrible voleur qui, incroyable mais vrai, dérobe les U des commerçants. Qui est cet étrange voleur de U qui fait trembler les commerçants de Pau? Regardez-moi ça. Bulle, qui ne s'appelle plus Bulle, mais Bleu. À Pau, une étrange série de vols se poursuit. Un inconnu subtilise la lettre U sur les devantures de magasins. La dernière victime en date est la boutique de lingerie Bulle, donc maintenant Bleu, visée dans la nuit du 15 au 16 avril. Depuis 3 ans, plusieurs enseignes du centre-ville ont vu leur U disparaître sans qu'aucun suspect ne soit identifié. Depuis plusieurs années, ce drôle de fétichiste, alors par contre no king shame, non mais là no king shame, Charente libre, ça c'est pas bien. Donc depuis plusieurs années, ce drôle de voleur s'en prend à toutes les enseignes qui contiennent un U et reste introuvable. Les commerçants palois croisent les doigts pour ne pas devenir la prochaine cible du serial voleur de voyelles, le fameux et terrible fétichiste du U. Coup dur pour François Bayrou, donc j'imagine François Bayrou, l'actuel maire de Pas. Au secours bien sûr, j'avoue moi je suis tranquille, Clément Viktorovitch c'est bon il peut venir. Par contre j'avoue pour Usul, coup dur. Usul qui va bientôt être renommé en Zle. Est-ce que quelque part, le voleur de U ne voudrait pas en réalité attirer notre attention sur le potentiel absolument faramineux de l'absence de U? Parce que pensez à Usul par exemple. C'est vrai que Usul, si tu lui voles ses U, ça devient SLE. Bon, SLE, c'est un peu claqué. Mais si à la place de SLE, il devient SL. Au moment où tous les rappeurs, ils portent des noms en acronyme, tu vois. PLK, SCH, SL. Alors là c'est bien. Non mais là d'accord. Là je rattrape les rhinocéros que j'ai zappé. Non mais voilà c'est sûr. Le Super U. On va se parler franchement. Si tu dis il me manque des rasoirs, je vais au Super U. Bon bah la flemme. Vous imaginez le général de Gaulle dire je vais au Super U? Non. Alors que pardon, je vais au Sper. Oh banger. Banger, je vais au Sper. Attention, c'est sûr, il y a des mots proches. Bien sûr. À une lettre près, ça devient grivois, bien sûr. Je ne le prononcerai pas. Vous ne m'aurez pas. Vous ne me ferez pas tomber dans ce piège. Moi, je pense que, en fait, c'est pas le voleur de U. C'est un homme qui cherche à révéler la poésie contemporaine cachée derrière des marques et des enseignes démodées. Non mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Tandis que Klemovic, on est safe. Je vous refais la narration telle qu'elle est racontée aujourd'hui par le patron de Valeurs Actuelles, Denis Tugdual. Il voulait faire un portrait de Cyril Hanouna, quand soudain, il se rend compte, en l'interviewant et surtout en interviewant ses proches, que Cyril Hanouna pense à 2027. Et même qu'il a des idées. Et voilà, la une de Valeurs Actuelles, Hanouna, le candidat en 2027. Comment, dès mardi matin, tout le monde ne parlait plus que de cela. BFM a fait, mais alors, sa journée dessus, alors même que, quand tu vas voir le papier de Valeurs Actuelles, il n'y a pas vraiment le début du commencement d'une source. Il n'y a pas d'interview de Hanouna lui-même, en tout cas pas d'interview dans laquelle lui-même se déclare candidat. C'est vrai que ça fait maintenant des mois et des mois que Hanouna fait référence dans ses émissions à une éventuelle candidature en 2027. Il s'est lui-même mis en scène sur Europe 1 dans une interview qui ressemblerait à une interview présidentielle. Il a même imaginé un nom de parti qui s'appellerait Oxygène pour qu'il puisse faire son entrée sur la musique de Jean-Michel Jarre. Bon, le délire est allé assez loin, mais toute la journée d'hier, la tonalité générale était quand même plutôt au doute. On a eu une journée entière où les chaînes d'infos en continu ont alimenté, et notamment BFM, ont alimenté l'hypothèse, clairement pour faire de l'audience. Le tout a culminé, et moi c'est ça que je voulais vous montrer, dans une séquence de télé qui est quand même une séquence incroyable. Nous avons ici le plateau dont je vous parlais, donc le plateau d'Olivier Truchot qui est là. Il a un plateau rassemblé pour l'occasion, sauf que, au même moment, Cyril Hanouna est en direct sur Europe 1. Au milieu de l'émission, on a Olivier Truchot qui s'arrête pour dire on me signale dans l'oreillette que Cyril Hanouna sur Europe 1 vient de parler de nous et vient de mentionner le fait que nous lui consacrions notre émission. Et il ajoute, bon bah Cyril, nous on se demande tous si vous allez être candidat, si vous en avez envie, faites-nous signe, on fait un direct. Le temps file et regardez ce qui se passe. Là on a Denis Tugdual de Valeurs Actuelles qui est en train de parler, regardez ce qui se passe. Nous on a décidé... Cyril Hanouna
Bonjour Olivier, comment allez-vous? Je suis en direct sur Europe 1, vous êtes en direct sur Sur BFM. BFM TV. Et on parle de vous, Cyril Hanouna. C'est extraordinaire, voilà. Là, on est face à quelqu'un qui, et c'est d'ailleurs tout le problème, on va en parler, on est face à quelqu'un qui précisément maîtrise parfaitement toutes les codes de la télévision, toutes les codes du spectacle, toutes les codes du show business et s'en sert pour faire parler de lui. Il a fait parler de lui pendant 24 heures avec son interview à Valeurs Actuelles. Il se retrouve là dans un moment de télévision qui est vraiment du jamais vu. Non, je suis pas du tout candidat. Et voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'on travaille ça depuis des mois. Sachez-le, on a écrit des mails, je l'ai dit sur Europe 1, etc. Pour alimenter la rumeur. Et c'est vrai que ça nous a fait marrer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a donc Hanouna qui nous dit que en vrai c'est une blague, que c'est un prank, qu'il ne l'a jamais vraiment envisagé. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que pour une simple blague, c'est quand même allé un peu loin. Ça a quand même été organisé très très bien, c'est-à-dire que Valeurs Actuelles, je pense qu'ils ont vraiment eu plusieurs personnes qui leur ont dit mais oui, mais bien sûr, Cyril se prépare, mais bien sûr, Cyril a envie, mais bien sûr, Cyril a même un programme. Ils se sont très volontiers laissés balader, sachant que c'est un torchon imprimé à quelques milliers d'exemplaires et que ça les arrange bien d'avoir une ultra putassière qui va leur permettre de vendre un peu de papier. Mais donc, est-ce qu'on s'est tous fait trolled par Cyril Hanouna ou est-ce que c'est autre chose? Pourquoi est-ce qu'il était certain qu'il allait démentir? En fait, c'est pour une double raison simple. Déjà, Hanouna a signé un contrat avec M6 dans lequel il s'engage à ne pas faire de politique. Donc en fait, si aujourd'hui il se déclare candidat à la présidentielle, son contrat juteux avec M6 s'écroule. D'autant que s'il se déclarait aujourd'hui candidat à la présidentielle, en effet, l'Arcom commencerait à décompter son temps de parole comme un temps politique. Et donc il ne pourrait plus avoir une émission quotidienne comme il en bénéficie aujourd'hui et comme il continuera d'en bénéficier demain sur W9. Donc évidemment qu'il ne va pas se déclarer candidat maintenant. C'était sûr et certain. Est-ce que pour autant c'est purement gaguesque, c'est purement une blague? Moi je crois pas. Je crois que l'hypothèse d'une candidature Hanouna, il est en train de l'installer. Est-ce que à un moment donné, il va prendre la décision d'être réellement candidat? Lui-même ne peut pas le savoir et je pense que ce sera dépendant d'un grand nombre de facteurs et notamment l'état des candidatures à l'extrême droite. Si Marine Le Pen devait être finalement éligible et si dans les sondages elle caracolait en tête, j'imagine que Cyril Hanouna n'irait pas prendre le risque de se faire humilier par Marine Le Pen. A contrario, si Marine Le Pen devait être finalement déclarée inéligible et si Jordan Bardella avait sa candidature propulsée et si la candidature Bardella commençait tout d'un coup à prendre une ampleur énorme. Là non plus, je vois mal Cyril Hanouna prendre des coups et perdre ses plumes dans l'élection présidentielle. Mais notre actualité politique, elle s'est révélée totalement imprévisible. Et donc, ce que fait Cyril Hanouna en réalité, selon moi, c'est exactement la stratégie qu'a eu Zemmour, qui en fait, 2 ans avant de déclarer sa candidature, commençait déjà à balancer des petits ballons d'essai comme ça. Zemmour a utilisé ce qu'on appelle en sciences cognitives l'effet de simple exposition. Il a exposé l'électorat par petites touches à l'idée de sa candidature, une idée qui initialement paraît saugrenue, puis peu à peu paraît envisageable, et puis paraît même inévitable. Et je crois que c'est exactement ce qu'est en train de faire Hanouna. Hanouna se dit, Zemmour, certes, ça ne lui a pas réussi, certes, il s'est gaufré, mais malgré tout, le bougre, il est quand même monté jusqu'à 18% dans les sondages. Il s'est passé quelque chose. Donald Trump, lui, il a été élu, et à 2 reprises, avec un positionnement qui n'est pas si éloigné de celui de Cyril Hanouna aujourd'hui. Et donc, moi, j'y vois quelqu'un qui s'ouvre une fenêtre d'opportunité. Ça ne veut pas dire qu'il va être candidat, mais clairement, c'est pas anodin. C'est l'effet de simple exposition. C'est comme ça que fonctionne la publicité. L'idée qui initialement paraît ridicule devient ensuite dangereuse, puis paraît improbable et finit par s'imposer comme évidente. Ne considérons pas cela comme simplement le troll d'un personnage qui veut faire parler de lui. Moi, je crois que s'il met autant de soins et s'il travaille autant à faire courir à de multiples reprises et en utilisant de multiples canaux l'idée d'une éventuelle candidature potentielle, c'est peut-être qu'il prépare l'opportunité de pouvoir éventuellement se présenter si jamais il se rendait compte que la situation le permettait. Aujourd'hui, l'espace politique est ouvert et dans cet espace politique ouvert, Hanouna est en train d'avancer ses pions. Et ben ça, c'est pas totalement anecdotique. Nouvelle perle. Alors évidemment, ça part de quelque chose de pas joyeux. On va parler de ce qui commence comme un fait divers dramatique, c'est-à-dire la terrible attaque au couteau dans un lycée de Nantes qui a coûté sa vie à une jeune lycéenne, Lorraine, un lycéen de Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes, a poignardé ce jeudi 24 avril 4 adolescents de son établissement. Le lycéen a été interné en hôpital psychiatrique, a appris France Info. D'après les premiers éléments,
Le jeune homme était extrêmement solitaire et fasciné par Hitler. Cette fascination avait été repérée par les enseignants, il avait notamment été convoqué par la direction. Le suspect avait aussi des tendances suicidaires. Attendons la suite de l'enquête, attendons les expertises. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Voilà où on en est. Alors apparemment, ce drame absolument tragique a donné lieu à une suite de prises de parole absolument hallucinantes. Donc commençons par François Bayrou. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que efficacement ce soit interdit. On imagine qu'il parle des couteaux. Oui, en effet, François, oui. Ça a l'air d'être une bonne idée, oui. Et 3, pourquoi pas, qu'il y ait des portiques à l'entrée de manière que ce genre d'armes ne puisse pas circuler aisément. On ne peut pas rester sans rien faire, les bras croisés en disant c'est comme ça, il y a toujours eu des couteaux. Non. Sa réponse, c'est on va mettre des portiques. Premier problème, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on aura les moyens de les déployer? On sait que pour qu'un portique soit efficace, il faut 3 personnes. Et est-ce qu'on a vraiment envie de mettre des centaines de millions d'euros dans le recrutement d'agents de sécurité dans les écoles pour foutre des portiques à l'entrée de tous les lycées avec les 2 ou 3 agents nécessaires pour contrôler les lycéens alors qu'on n'a déjà pas assez de profs? Il y a quand même le retour d'expérience des États-Unis où en effet des portiques à l'entrée des établissements, il y en a, et c'est aussi le pays au monde où il y a le plus de tueries de masse, donc peut-être que le problème n'est pas là. Est-ce qu'on a vraiment envie de participer à la dérive sécuritaire de notre société? C'est quand même assez intéressant de voir François Bayrou dire on ne peut pas rester sans rien faire, donc puisqu'il faut faire quelque chose, mettons des portiques. Au moment où on apprend, encore une fois quand même, que l'adolescent, il était déjà dans les radars de l'éducation nationale à ce sujet. Les causes du drame sont à chercher ailleurs et que peut-être y avait-il quelque chose à faire en amont de plus intelligent que d'installer un portique de sécurité dont on ne voit pas bien comment est-ce qu'on peut vraiment le rendre efficace à l'entrée de l'établissement. Alors attendez, parce que c'est pas le seul. On va écouter Carl Olive, qui a réagi aussi, député macroniste des Yvelines. Écoutons ce que Carl Olive a à dire. À chaque fois qu'il parle, c'est banger. Bascule avec moi. Ça ne peut être évidemment qu'une grande idée. Parlons du mal. Aujourd'hui, cet élève arrive à rentrer avec une arme blanche. Déjà, commençons par interdire la vente des armes blanches aux mineurs. Je vois encore parfois sur des marchés forains, on peut acheter des opinels, on peut acheter des couteaux. Alors vous allez me dire, Romain Desarmes, oui, ça n'empêche pas qu'on peut prendre aussi un couteau dans le tiroir de la cuisine. Parlons aussi d'éducation. Parlons des parents. Si on tapait un petit peu, pardonnez-moi l'expression, au portefeuille des parents qui sont parfois irresponsables chez ces mineurs, alors il y aura peut-être des choses à faire. On peut très bien suspendre, voire supprimer un certain nombre d'allocations et parfois des aides qui sont non obligatoires, comme je l'ai fait à Poissy. Oh putain, vraiment, il déçoit jamais Carl Olive. D'un point de vue argumentatif, c'est vraiment banger. Il commence en disant, interdisons la vente de couteaux aux mineurs, interdisons de vendre des opinels aux mineurs. Alors là, déjà, j'imagine tous les scouts, tous les guides de France et plus généralement tous les gamins qui partent un peu parfois en colo, voilà, qui là descendent dans la rue. Là, ce serait la première fois qu'on aurait une manifestation de jeunes de 8 à 14 ans, puisque le petit opinel numéro 6 là, vous allez vraiment priver les scouts de leur petit opinel. Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est que en fait, tu n'as même pas besoin de contre-argumenter puisqu'il s'auto-réfute. C'est-à-dire que le mec te sort la plus grosse connerie qu'un politique ait sorti ces dernières années et il en a tellement conscience qu'il s'auto-réfute. Il n'a besoin de personne pour passer pour un glandu. C'est quand même assez impressionnant. Donc il commence en disant, voilà, interdisons la vente de couteaux aux mineurs. Vous allez me dire, Romain Desarbres, oui mais dans une maison, il y a des couteaux. Bonne objection, Romain Desarbres. Pour une fois, Carl Olive s'est rendu compte lui-même qu'il avait sorti la plus grande des idioties. Voilà. Il s'est rendu compte lui-même de ses propres limites intellectuelles. Et en fait, derrière, tu te rends compte que tout cela, ça n'était rien d'autre qu'un cheval de Troie pour amener sur la table sa bonne grosse proposition droitarde dégueulasse. Au fond, Romain Desarbres, de toute façon, le problème, c'est l'éducation. Écoutez, coupons toutes les aides sociales, en tout cas toutes celles qu'on peut, coupons-les aux familles de jeunes délinquants, quand tu connais un peu la situation des gens. Tu sais aussi que parfois, une éducation défaillante, c'est simplement synonyme de parents qui cumulent plusieurs jobs pour s'en sortir, qui simplement ont des horaires décalés, qui travaillent à des moments où leurs enfants sont pas là, qui les voient à peine et qui du coup font ce qu'ils peuvent. En réalité, font ce qu'ils peuvent. Cette proposition qui est vraiment absolument odieuse, qui consiste à sanctionner non pas les parents, mais toute la famille. Est-ce que le problème du coup est pas plutôt à chercher du côté de la structuration de l'emploi? Tiens, on a peut-être une piste intéressante. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous avez notre bon ami Carl Olive qui utilise un drame pour sortir une proposition d'une bêtise absolument confondante. Vraiment, il te sort la proposition la plus con de l'histoire des propositions politiques. En fait, il le sait lui-même pourquoi. Parce que derrière tout ce qu'il veut, c'est utiliser un drame terrible
terrible pour pousser sa petite proposition dégueulasse de droitarde, dont il sait très bien qu'elle est dégueulasse, mais ça ne l'empêche pas de mettre ça en avant pour faire avancer sa petite cuisine, sa petite tambouille, voilà. Alors attendez, c'est pas fini. Au rang des réactions absolument indignes. Alors on s'y attendait pas, on parle pas souvent de lui parce que il est relativement silencieux. Et quand tu vois son tweet, quelque part tu te dis, est-ce que c'est pas plutôt pour le meilleur qu'on ne l'entende pas plus souvent, puisque c'est Jacques Attali, mesdames, messieurs. Alors lui, il prend le problème par un autre bout. Comment imaginer une défense de l'Europe quand une trentaine de jeunes de 16 et 17 ans et leurs professeurs laissent sans réagir un camarade de classe poignarder une condisciple de 50 coups de couteau? Si ceci est révélateur d'un comportement plus général, si on n'est pas prêt à tout âge à prendre le risque de mourir, on n'a aucune chance de vivre digne et libre. Bravo. Alors effectivement, la panne de la dégueulasserie la plus profonde et insoutenable vient à Jacques Attali, qui vient très sereinement de rendre responsables les camarades de la jeune Lorraine assassinée. Et il vient de rendre ses camarades responsables de sa mort. C'est d'une horreur, d'une indécence absolument insondable. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se posait la question jusqu'à présent. Qui osera jeter la première pierre à celui ou celle qui n'a pas le courage de s'interposer entre un couteau et sa victime? On a la réponse à cette question, c'est Jacques Attali. L'indécence a un visage et un nom, hein, Jacques Attali évidemment. Le gars a réussi à te lier ça à la question de la défense de l'Europe. Il rend ses élèves responsables de la périclitation de la place européenne dans l'ordre du monde. Tranquille, mais pas de poids sur les épaules, hein, pas de poids sur les épaules vraiment, dans cet océan d'indécence. Il y en a deux qui manifestement montrent le visage de la dignité la plus forte et la plus belle. Les parents de la jeune fille décédée lancent une cagnotte pour l'aide psychologique à l'enfance. Tiens, bah voilà, pour François Bayrou qui nous disait, on sait pas quoi faire, on peut pas rien faire et on sait pas quoi faire. Bon dans le doute, on installe des portiques. Peut-être, en effet, investir davantage, mais alors bien davantage dans l'aide psychologique à l'enfance. Tiens, peut-être une bonne idée, hein. Il fait ce qu'il peut, Bayrou, il est pas ministre. Allez, on va faire la dernière paire, mesdames, messieurs. Comme d'habitude, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il faut d'abord préciser ce qui s'est passé mardi. L'Espagne et le Portugal ont été plongés dans le noir, confrontés à une panne d'électricité géante. À l'heure où nous parlions à l'époque, la cause de l'incident restait inconnue. Ça, c'était hier, et le 29 avril, le monde entier était dans le noir, pour filer la métaphore, quant aux raisons de cette panne d'électricité géante qui frappait la péninsule ibérique, donc l'Espagne et le Portugal. Le monde entier était dans le noir, sauf un homme, Pascal Praud. Car sachez que Pascal Praud, Monseigneur Praud, l'homme qui a une ligne directe avec le Seigneur, Pascal Praud sait tout. Écoutez le commentaire de Pascal Praud sur toute cette affaire, ça dure 36 secondes, c'est du caviar. Il y a beaucoup d'intox qui est mis en place et on parle d'un incident de l'interconnexion, etc. Bon, on peut imaginer que c'est une surproduction du solaire. Ah bon ? Et qui a provoqué ça. Ben bien sûr. Et c'est un enjeu très important ce qui se passe en Espagne, parce que c'est là où le solaire a été le plus développé ces derniers mois. Mais restons sur ce qui se passe en France. Oh mon Dieu, quelle bêtise. Ah, j'étais pas prêt, je m'étais pas spoil, je sentais que c'était bien. Il a fait tourner la roue des coupables. Je pensais vraiment que ça allait être un peu décevant, tu vois. Je pensais qu'il allait dire, on sait bien que ça vient d'une attaque de cybersécurité, on sait bien que ça peut être la seule chose, tu vois. Une partie de moi-même se disait, non, il va quand même pas réussir à faire le lien avec l'immigration, tu vois. La dingue anti-énergie renouvelable, je l'avais pas vu venir, mais évidemment. Est-ce que c'est physiquement impossible qu'une surproduction d'énergie solaire foute en l'air un réseau ? Attendez, j'en ai rien à foutre. Vous savez quoi ? Moi, je vais faire comme sur BFM TV. Moi aussi, j'ai le droit d'appeler un ami. Je l'appelle comme ça, je le mets en haut-parleur. Allô, Nicolas ? Oui, ça va et toi ? Incroyable. Alors attention, tu es en ce moment même en live devant 7300 personnes. Je t'appelle en direct depuis Twitch. Ok, j'ai un bébé sur moi, il va peut-être se réveiller. Mais... Ok, j'explique au chat. Je suis au téléphone avec Nicolas Goldberg, expert énergie pour Columbus Consulting, une voix respectée dans la France entière en ce qui concerne les questions d'énergie et singulièrement les questions de réseau. Nicolas, j'ai besoin de tes lumières. Pascal Praud vient d'expliquer qu'il était absolument certain que la panne d'énergie qui frappe l'Espagne et le Portugal, c'est à cause d'une surproduction du solaire. Est-ce que c'est physiquement possible ? Alors c'est physiquement possible, mais ça n'a rien de certain. Et qui plus est, à l'heure actuelle, c'est pas l'hypothèse qui tient la bride. L'équilibre d'un réseau électrique, c'est un équilibre entre une production et une consommation. Et les deux doivent être égaux à tout moment. Donc quand tu as une sous-production, le réseau s'écroule.
Quand tu as une surproduction, tu as des câbles qui chauffent, qui se déconnectent, et puis le réseau s'écroule pareil. Pascal Pro n'en sait rien. Enfin, je veux dire, il a balancé ça comme ça. Ça peut être peut-être une autre centrale qui a surproduit, ça peut être une interconnexion qui a sauté. Les experts, on appelle surtout à dire, attention, on ne sait pas ce qui s'est... mon bébé s'est endormi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il peut se passer plein de choses en cascade. C'est très difficile à analyser, et ça dépend de plusieurs pays. Ça pourra prendre 6 mois de savoir ce qui s'est exactement passé. Dans ces périodes de grosses crises, là, quand il y a un gros événement comme ça, il faut accepter de suspendre son jugement, même en tant qu'expert ou en tant que citoyen, de dire voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Laissez la police faire son travail, et dès que nous aurons de plus amples informations, vous en seriez les premiers informés. Eh bien, écoute, le message est passé. Voilà. Merci, mon cher Nicolas. Merci, à bientôt, Clément. Très vite, bisous, bisous. Incroyable mais vrai. On a fact-checké en direct les propos de Pascal Pro. Moi, je voulais savoir si c'était physiquement impossible ou non. Mais évidemment, le sens derrière, vous l'avez compris, c'est que Pascal Pro n'en sait absolument rien, qu'il n'y a absolument aucun élément qui lui permette de tirer de telles conclusions. Et il utilise en réalité cet événement pour faire passer sa propagande anti-énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont devenues un sujet identitaire à droite et à l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, on a toute une propagande anti-énergie renouvelable qui est menée par toute une partie du spectre politique de manière totalement démagogique. C'est vraiment des positions anti-science qui sont, hélas, sur ce sujet partagées par l'extrême droite et toute une partie de la droite, et qui sont, vous le voyez, relayées sur CNews. Vous avez une nouvelle fois CNews qui est pris en flagrant délit de pure propagande, et de pure propagande pour la droite et l'extrême droite. Merci Pascal. En tout cas, beau moment de télé. Beau moment de télé. Voilà YouTube, merci à toi d'avoir suivi ces perles. On vous embrasse YouTube, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner évidemment, de follow la chaîne, laissez un petit commentaire, le pouce bleu, la cloche, tout ça, vous connaissez l'engagement, etc. À bientôt YouTube, des bisous.